Bonjour à tous et merci de m'avoir rejoint pour la lecture du compte-rendu du procès. Malheureusement, on a une journée qui va nous manquer, ce sera la journée du lundi 14 octobre, puisque sur place, il n'y avait pas de journaliste pour pouvoir retranscrire ce qui se passait. Donc on va directement passer à la journée du mardi 15 octobre. J'espère qu'on aura un peu d'éléments parce qu'il me semble que c'est un nouveau groupe d'accusés. Donc aujourd'hui, c'est les expertises psychologiques qu'on va voir de 7 accusés. Je vous propose qu'on commence de suite. On devrait entendre aujourd'hui les expertises psychologiques des 7 accusés de la semaine. Et c'est Juliette Compion qui écrit, Juliette Compion qui est journaliste et qui est sur place et qu'on remercie énormément parce que du coup hier quand j'ai voulu tourner et que j'ai vu qu'il n'y avait pas de journaliste sur place, j'étais un peu embêtée. Donc on la remercie énormément. Il y a le lien vers son compte en description, donc vous pouvez aller voir si vous voulez. Alors l'audience est ouverte. On entend la première expertise psychologique de la journée, celle de Dominique D. À ne pas confondre avec Dominique Pellicot. Il comparait détenu pour être allé 5 fois au domicile de Gisèle et Dominique Pellicot entre 2016 et 2020. Dominique D n'a jamais connu ses parents, il a été placé 6 mois dans une famille d'accueil. Il a une faible capacité d'attachement envers ces deux familles d'accueil, souligne la psychologue. Il a redoublé sa 6e, puis sa 3e, puis sa seconde, au sein d'un lycée technique. Il n'a pas eu le bac, il s'est engagé dans l'armée en 2000. Il est devenu militaire à Valence et est resté à l'armée pendant 8 ans, puis il est devenu chauffeur routier. Il explique qu'au moment des faits, il n'était pas épanoui sexuellement. Ah oui, ah mince, le pauvre. Il n'était pas épanoui. On le plaint. Dans son couple. Avec ma femme, on a dû avoir des rapports sexuels moins de 10 fois en 12 ans, déclare-t-il à l'experte. 10 fois en 12 ans. Donc si tu fais un ratio, ça fait moins d'une fois par an. Mais divorce, va prendre une autre femme. Après, il y a des gens qui n'aiment pas avoir de rapports sexuels. Ça existe. Mais mets-toi avec quelqu'un avec qui tu es épanoui. C'est fou, il est resté 12 ans avec elle, alors qu'il n'était pas épanoui. Enfin, je sais pas. Il cherche donc autre chose et s'inscrit sur Coco. Dominique Pellicot l'a fait venir chez lui. C'était un délire sexuel, estime Dominique D. Il faisait trop chaud. J'ai eu des problèmes d'érection. C'était pas l'éclate. Oh, putain. Ça commence très bien. Et je remarque qu'il y a beaucoup, que chez les accusés, il y a beaucoup ce truc où, en fait, ils essaient de légitimer leur position de victime en disant « mais en fait, c'était pas l'éclate ». Bon, pas l'éclate, c'est quand même fou de dire ça, mais... En fait, à chaque fois, ils sont là « ouais, l'ambiance, elle était pas ouf, j'ai pas trop aimé ». Et j'ai l'impression qu'ils viennent un peu dédramatiser ce qui s'est passé, quoi. En disant « j'ai pas kiffé tant que ça, quoi, ça va, je suis victime aussi ». Précise-t-il en ajoutant « je n'arrive pas à voir ça comme un viol ». On y est. Là, c'est exprimé noir sur blanc. L'experte psychologue relève plusieurs éléments en faveur d'une personnalité de type perverse, notamment car il ne manifeste pas d'empathie. Vis-à-vis de la victime, il tente de la placer comme actrice des faits. Ah ouais, ça doit être super simple d'être actrice des faits quand on est inerte. Qu'est-ce que c'est quand on est actrice réellement des faits? On est quoi, du coup? Dominique D ne laisse percevoir aucun questionnement de s'être retrouvé dans ce cadre et interroge la complicité potentielle de la victime. Ah ouais, là on y est. C'est la faute de Gisèle. Il se retranche derrière ses troubles d'érection. Il se déculpabilise en rejetant la faute sur Dominique Pellicot, détaille-t-elle. Ok. Au final, la victime n'existe pas dans son discours, insiste l'experte. La souffrance psychique de Dominique D remonte à la petite enfance où il a forgé un sentiment de non-appartenance familiale, note la psychologue. Sa relation à l'autre a été entravée trop tôt pour qu'il puisse se construire, poursuit-elle. Vous présentez peu d'éléments favorables, observe le président. Monsieur s'est construit depuis sa naissance en se protégeant de l'autre, parce que l'autre était insécurisant. Il y a tout un travail de reconstruction, de remodelage à faire au long cours, estime-t-elle. Avez-vous déjà rencontré ce type de profil, lui demande l'avocat général. La psychologue acquiesce. J'ai déjà pu voir que des évolutions étaient envisageables s'il y a un vrai désir d'évoluer de la part de la personne concernée, précise-t-elle. Là, ça me rappelle une phrase que j'adore dire, c'est la porte du changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. En gros, on ne peut pas forcer quelqu'un à changer s'il n'a pas envie de changer. L'avocat Émile-Henri Biscarat, qui représente Dominique D, estime que le portrait fait par l'experte est très à charge et s'étonne qu'elle le dépeigne comme un homme solitaire alors qu'il a passé plusieurs années dans l'armée et faisait partie d'un groupe de chasseurs.
Et quoi, du coup, on peut pas être un homme solitaire si on fait partie d'un groupe de chasseurs? L'armée, c'est un espace où les gens qui ont manqué de cadre familial vont le chercher. C'est pas faux. C'est un cadre très strict, minimaliste. On agit, on a un corps. L'armée était là pour essayer de combler quelque chose, analyse l'experte psychologue. La chasse, c'est le même type d'activité. En plus, c'est vrai, les deux trucs, c'est vraiment... Enfin, ça prouve absolument pas que tu n'es pas solitaire. Genre, les deux activités, c'est vraiment des activités... Bref, il y a quelque chose de très cadré, Monsieur D a conscience de ses limites, il rame avec ça, poursuit-elle. L'avocat s'étonne qu'elle ait estimé que Dominique D puisse être un manipulateur. C'est presque une bonne nouvelle parce que je le trouve très basique depuis le début de ce dossier, déclare-t-il. Je ne l'évoque pas comme un manipulateur. Sur le reste de l'expertise, je dis qu'il a manipulé les mots, nuance-t-elle. Précision. Les enquêteurs ont conclu que Dominique D était allé 5 fois à Mazan entre 2016 et 2020, mais l'intéressé a admis y être allé dès 2015, dans la nuit du 14 février, le jour de la Saint-Valentin en plus. Il n'existe toutefois pas de vidéo de ces faits, l'accusé y serait donc allé 6 fois au total. Oh, donc là, attendez, on fait une petite pause. Donc là, il y a un des accusés, si je comprends bien, qui a admis qu'il était allé chez les Pellicots, et il n'existe pas de vidéo du jour où il est parti, donc ce 14 février 2015. Ça, imaginez, parce que moi, en fait, c'est ce que je me suis dit aussi, c'est obligé qu'il y ait eu des hommes, pendant toutes ces années, pendant cette dizaine d'années, qui n'ont pas voulu être filmés, et ce qui semble même logique par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, on a la preuve irréfutable qu'il y a que tous les faits de viol n'ont pas été filmés. C'est aberrant. Après une longue série de questions, l'avocat termine en estimant que les conclusions de l'expertise étaient dans l'ensemble un peu hâtives. On passe à la deuxième expertise psychologique, celle de Cyprien C, 43 ans. Il dit avoir eu une mère adorable, aimante, qui a subi des violences conjugales. Il décrit son père comme un homme violent, alcoolique, qui ne s'est jamais occupé de ses enfants. Tiens donc. Quand Cyprien C avait 3 ans, sa mère avait décidé de le placer avec son frère pour le protéger. Pour les protéger de ses 3 ans à ses 8 ans, il a connu une première famille d'accueil, puis une autre, de ses 15 à 18 ans. À partir de ses 18 ans, il est retourné chez sa mère. Il a d'abord travaillé dans les usines, puis il a intégré la mairie de Carpentras en travaillant pour les camions poubelles et il a ensuite travaillé pour une usine de recyclage. À partir de 2014, il s'est mis à boire et à consommer de la cocaïne. Ah oui, au total, il déclare avoir eu une dizaine de condamnations pour des vols avec son frère. Il estime que le seul but de ce dernier était de lui pourrir la vie. Cyprien a eu une diverticulite en 2015 avec une perforation du petit et du grand intestin. Il a subi 3 opérations et a dû rester 4 mois à l'hôpital. Concernant les faits qui remontent à novembre 2015, il analyse « À l'époque, je n'avais plus de copine, je sortais de l'hosto, je suis tombée dans la drogue. J'ai rencontré un couple, j'y suis allée, je n'aurais pas dû. » Ok, c'est pour ça qu'il est tombé dans la cocaïne, en gros. Parce qu'il n'avait pas de copine et qu'il venait de sortir de l'hôpital. L'experte estime qu'il fait preuve de beaucoup d'empathie vis-à-vis de la victime. Son discours est ponctué de pleurs, avec un sentiment de culpabilité, poursuit-elle, notant qu'il a le regard baissé, le dos courbé, comme un homme qui a honte de ce qu'il a fait. Pour elle, Cyprien n'a pas été en mesure de se construire une bonne image de lui-même. Le seul élément stable était son frère, mais il a engendré de nombreux comportements délictueux. C'est un homme vulnérable en besoin de sécurité et d'affection, conclut-elle. Le président tacle Émile-Henri Biscara, l'avocat de Dominique D, qui a longuement critiqué l'expertise de la psychologue tout à l'heure. C'est dommage qu'il soit sorti, car il aurait vu que vous individualisez parfaitement vos expertises, considère Roger Arata, le président. Le procès qui vous a été fait tout à l'heure était regrettable. Vous n'êtes pas là pour essuyer des assauts comme ça. Vous avez fait votre travail, c'est ce qu'on attend d'un expert. Je vous en félicite, ajoute le président de la cour criminelle du Vaucluse. Je note que dans des déclarations de Monsieur C, c'est toujours la faute de l'autre, relève Béatrice Zavaro, l'avocate de Dominique Pellicot. En tout cas, il s'est construit sur un versant où il subit, observe l'experte psychologue. Tout dans sa vie semble être de la faute de l'autre. Il n'est pas maître de ce qui lui est arrivé, ajoute-t-elle, soulignant un manque total de confiance en soi chez Cyprien. On entend à présent la 3e expertise psychologique concernant Mohamed R, 70 ans, qui comparait détenu. Les faits le concernant remontent à mai 2019 et ont eu lieu à l'île de Ré dans la maison de Caroline Darian et de son mari. Mohamed est l'aîné d'une fratrie de 7 enfants. Il est né au Maroc et est arrivé en France en 1980. Il n'a de lien avec aucun membre de sa fratrie depuis le décès de leur mère en 2014, souligne l'experte. Car il est perçu comme responsable de sa mort par ces derniers. Quoi ? Mohamed, il est considéré comme responsable de la mort de sa mère par ses frères et sœurs.
Bon, on n'a pas plus d'infos. Mohamed R a un parcours professionnel éclectique, il n'a aucun diplôme et est d'abord devenu ouvrier à 18 ans dans une station d'épuration, puis dans une usine textile. Ensuite, de 1980 à 88, il devient cariste, puis vendeur, puis responsable dans un magasin de peinture. À partir de 1990, il entre dans une société de poudre explosive. En 1992, il dit avoir ouvert une discothèque. En 1999, il est victime d'une attaque au couteau. Il a commencé à percevoir une pension comme adulte handicapé. Puis, en 99, sa fille dépose plainte pour viol contre lui. Ah, je l'ai vu, cette information. Il a été condamné. 2 autres de ses filles qui ont témoigné hier ont estimé... Ah, du coup, on n'a pas eu le témoignage d'hier. Mince. Ah, j'essaierai de regarder un petit peu dans l'actualité. C'est vrai que j'ai pas regardé dans l'actu les témoignages de ses filles. Mais ok, donc ce Mohamed, il a été accusé de viol sur sa propre fille. Du coup, le témoignage de ses filles hier ont estimé à la barre qu'il s'agissait de déclarations calomnieuses. Ah! L'une d'elles a parlé d'une erreur judiciaire. Quoi? Là, quoi? C'est dommage qu'on n'ait pas les témoignages. J'aurais été curieuse de voir ça. Il s'est marié en 97, a eu 4 enfants, une fille, un fils avec qui il n'a pas... Mais attendez, juste, on revient vite fait sur le dépôt de plainte, etc. Il a été condamné. Un juge ne va pas condamner un père pour viol sur sa fille sans preuve, sans rien. Franchement, j'émets de gros doutes sur le fait qu'aujourd'hui, je sais, il a 2 autres de ses filles, parce qu'il a combien de filles? Ah, il a une fille qui a été... Alors, attendez, on continue. Putain, l'histoire, elle est folle. Avec qui il n'a plus de contact. Une fille qui a été assassinée. Donc, il a une fille et un fils avec qui il n'a plus de contact. Une fille qui a été assassinée. Une autre qu'il voit un peu. Puis, il a divorcé, s'est remarié. Il a eu 2 filles qu'il voit toujours. C'est elles qui ont témoigné hier. Ok. Donc, en fait, les 2 filles qui ont témoigné, qui ont dit... Putain, c'est compliqué, sa vie. Les 2 filles qui sont venues témoigner hier, ce sont pas les filles avec qui il vivait en 99. Ce sont... des nouvelles filles qui n'étaient pas là en plus au moment des faits. Donc comment tu peux dire c'est une erreur judiciaire alors qu'il a été condamné à l'époque? On ne condamne pas un père pour viol sur une fille. En France en plus on sait que la justice elle est... si t'as pas les preuves c'est un peu... voilà. Donc non, je suis désolée. Il a divorcé de cette 2e union. Ok, donc la 2e union il a aussi divorcé. Il a de gros problèmes de santé, notamment une bronchopneumopathie, elle est compliquée ce mot, chronique obstructive. Pour autant, il fume une 10aine de cigarettes par jour, relève l'experte. Ah bon, il se fait pas trop chier quoi. Ah, il y avait l'abréviation BPCO. Ok, c'est plus simple pour moi. Il est long le mot. L'experte observe un discours autocentré de Mohamed R, s'évoquant lui-même comme victime. Oh, comme c'est étonnant. Sommes-nous étonnés? Pas du tout. De toute façon, moi, je vais arrêter de les appeler les accusés. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On les appelle les victimes? C'est mieux, non? Il n'avançait que la parole qu'il souhaitait avancer, le reste étant passé sous silence, ajoute-t-elle. Il a montré une émotivité importante. Il a insisté sur le fait qu'il présentait un risque suicidaire accru. Son comportement était excessif, poursuit l'experte. Elle dit avoir ressenti de l'agacement à son égard lors de l'entretien. Ok, donc le Mohamed, il était agacé par l'experte. Règle tes problèmes, psy, s'il te plaît. Elle qualifie son intelligence de moyenne, faible, le considérant comme égocentré. Il a mis un point d'honneur à mettre en avant son mal-être, souligne-t-elle. Ses propos sont faussement empathiques, tranche la psychologue. Ouh. Et, avant d'ajouter, la victime n'existe pas dans sa perception. Ouh. Face à tout ce qui lui est en train de vivre. Oh, putain de merde. Moi les gens comme ça, je vous jure, mais j'adore, quoi. Ah, j'adore. Je sais pas si on se rend compte que... En fait, tu peux vouloir te victimiser. Ouais, c'est ça en fait. Tu vois, la victimisation, allez, why not? Mais tu ne peux pas enlever le statut du coup de victime à quelqu'un d'autre. Tu veux faire croire aux autres autour de toi que toi aussi tu as été victime d'un complot de Dominique Pellicot? Allez, pourquoi pas? Mais en fait, en quoi toi t'es légitime à être une victime en enlevant le statut de victime à une autre personne qui est Gisèle Pellicot? C'est ça ma question. Ces personnes-là, pour moi, ce sont des personnes dénuées de conscience et surtout de responsabilité.
Roland Marmillot, l'avocat de Mohamed R, observe que l'experte résume 70 ans d'existence en quelques heures. Dans ce cas, on peut remettre en cause l'ensemble des expertises, rétorque-t-elle. Ouais, c'est vrai. L'avocat constate qu'elle est agacée par son client. Ce n'est pas classique dans une expertise, reconnaît-elle. Oui, j'avoue, enfin les psys, les experts, ils restent quand même humains, je pense. Ça n'a pas faussé votre perception, l'interroge Roland Marmillot. Dans la vie courante, oui, mais là j'étais dans le cadre de mon travail, répond l'experte. Aucun des hommes que vous avez expertisés n'a trouvé grâce à vos yeux, estime-t-il. Ben, ils sont pas là pour trouver grâce à ses yeux. C'est quoi ça? Vous avez dit que c'était un entretien lisse. Qu'entendez-vous par là? Interroge Roland Marmillot. Il n'y avait pas de nuance, pas d'élaboration. C'était très factuel, précise-t-elle. L'audience s'est suspendue quelques minutes. Reprise d'audience, on procède à l'interrogation de personnalité de Mohamed R, 70 ans, qui comparaît détenu. Vous reconnaissez la notion de viol, lui demande le président. Il n'y a pas eu de viol, je n'ai pas violé madame. Continuons. Rétorque le septuagénaire d'une voix chevrotante depuis son box. Si je peux me permettre... Je présente mes excuses à Madame Pellicot. J'ai eu la maladresse de dire je suis autant victime que de Madame Pellicot, mais je suis victime dans le sens que Dominique Pellicot m'a manipulée, précise-t-il. Gisèle soupire et lève les yeux au ciel. Nous les levons tous avec toi, Gisèle. Mohamed est prolixe sur sa vie et dit avoir eu comme fil conducteur sa responsabilité comme... Vous sentez que je suis énervée là ou pas? Non, il faut que je me calme. Sa responsabilité comme aîné d'une famille de 6 enfants après la mort d'un père décédé jeune. Je me suis toujours dévouée pour subvenir aux besoins de la famille. C'est pour ça que j'ai quitté le Maroc. Ma mère patrie, c'est la France. Je me suis mariée très jeune car ma première femme était enceinte. C'était pour légitimer notre enfant, poursuit-il. Il revient sur l'assassinat d'une de ses filles et affirme ému connaître le nom du commanditaire. Le président le coupe. Essayez de vous canaliser. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Nous aussi, on se doute de qui c'est. Mohamed aborde ensuite le lynchage médiatique à propos de sa fille qu'il est accusé d'avoir violée en 91. Il a été condamné pour ces faits, mais il conteste fermement. Mohamed R, écoutez-moi, cette affaire, on sait qu'elle a existé, on sait qu'il y a eu une condamnation. Votre avocat s'est exprimé là-dessus, coupe le président. Mohamed R essaye de reprendre la parole. Écoutez le président, l'interrompt son avocat. C'est la cour de récré ou quoi? On ne peut pas refaire ce dossier, il n'a pas sa place dans ce débat, tranche le président. Il tente ensuite de revenir sur son rôle d'aîné. Ouais, en fait, il pense que ça va être une circonstance aggravante, le fait qu'il ait déjà été condamné pour viol, quoi. Puisque aujourd'hui, il nie avoir violé Gisèle Pellicot. Ça, c'est dit dans l'enquête de personnalité, c'est plutôt votre vie sentimentale, assez dissolue dans le monde de la nuit qui nous intéresse. Vous confirmez avoir eu des maîtresses, demande le président. Oui, répond-il sans détour, mais je ne suis pas un libertin. Je ne connais pas les codes du libertinage. Si je connaissais les codes, je ne serais jamais tombé dans ce piège, assure-t-il en levant la voix. Nous non plus, on ne connaît pas les codes du libertinage, mais on sait ce que c'est le consentement. Et on sait que faire des choses, commettre des actes sexuels sur le corps d'une personne inerte, c'est pas très bien. Là, t'as pas besoin de connaître les codes du libertinage, en fait. T'as juste besoin d'avoir une conscience. Le président l'interroge sur sa santé. Mon état de santé aujourd'hui, sincèrement, monsieur le président, je voudrais finir ma vie auprès des miens. Je suis condamné. Mes jours sont comptés, mais je ne vais pas mourir en prison, dit-il en pleurant. Mohamed R souffre d'un cancer. Le président le coupe de nouveau. Je chargerai votre avocat de nous renseigner précisément sur votre état de santé. Ça a son importance. Ah bon ? Le magistrat l'interroge ensuite sur son suivi psychologique en détention. Bien sûr que j'ai un suivi. J'ai été reconnu comme handicapé, ajoute l'homme. Ma cliente a sursauté en entendant que votre vie a été marquée par un profond respect de la femme. Et pourtant, vous avez été jugé 2 fois en 25 ans pour des faits de viol. Vous ne voyez pas une contradiction, lui demande Stéphane Babonneau, l'avocat de Gisèle Pellicot. Je ne comprends pas du tout votre question, répond le septuagénaire précis. Le président reformule. Je ne suis pas autant victime que Madame Pellicot. Son mari a fait des choses... en a fait sa chose, son objet, lance-t-il. L'intéressé lève les yeux au ciel, agacé. Donc si je suis votre raisonnement, vous êtes la victime secondaire, poursuit Stéphane Babonneau. Oui, mais pas autant que madame, rétorque Mohamed R, qui dit vouloir porter plainte pour manipulation et abus de faiblesse. Tiens donc.
Je me permets juste humblement de vous faire une remarque. Le tableau clinique que je vais remettre à la cour sur les affections physiologiques, mais aussi psychologiques et psychiatriques de mon client, l'amène à avoir cette attitude, précise son avocat Roland Marmillot. J'ai été le premier surpris, le premier agacé, j'ai eu ce premier ressenti que je qualifierais de presque désagréable, mais il n'est pas capable de s'exprimer autrement, assure-t-il. L'audience est suspendue. L'audience reprend. On entend l'expertise psychologique de Madi D, rencontré en avril 2022, alors qu'il est en détention provisoire, il comparaît libre aujourd'hui. Ses parents se seraient séparés en 1994-95, sa mère est venue habiter en France avec les enfants, son père est resté en Algérie. J'étais fusionnelle avec mon papa, c'était un peu dur au début, relate-t-il. Madi dit avoir beaucoup déménagé et se décrit comme un bon élève, il a eu le bac et s'est inscrit à l'université pour effectuer une licence AES, mais qu'il n'a pas terminé. Il est entré dans la vie active et au moment des faits, il était employé en CDI. Les faits reprochés remontent à octobre 2018, j'ai été accusée de faits de viol. Ce n'est pas représentatif de moi ou de ma personnalité, assure-t-il à l'experte. Il assure que Dominique Pellicot lui a indiqué au moment de son arrivée que son épouse venait de prendre sa douche et qu'elle avait moins l'habitude que lui. Ce n'est pas moi, je n'ai voulu faire de mal à personne, a-t-il déclaré à l'experte en pleurant. L'exposé de l'experte est assez court, très ramassé. Une assesseuse remarque que ses conclusions, notamment sur le passé familial de Madi, diffèrent grandement de celles de l'enquêtrice de personnalité. Il semble avoir enjolivé son enfance auprès de l'experte psychologue, car il a expliqué au cours de l'enquête de personnalité que sa mère avait porté plainte contre son père pour faire en sorte qu'il ne puisse plus voir ses enfants. Le sujet s'adapte. Est-ce qu'il a voulu donner une bonne image à l'experte, s'interroge la psychologue. L'avocat général souligne que l'enquêtrice de personnalité a estimé que son seul défaut était sa grande gentillesse et qu'il n'a qu'une capacité limitée à voir le mal chez autrui. Il y a certainement une petite immaturité, mais ce n'est pas non plus quelque chose de notoire, précise l'experte. On entend maintenant la 5e expertise psychologique, celle de Cyril B, 46 ans. Il dit n'avoir aucun antécédent judiciaire au moment où l'experte le rencontre en détention. Il prend un antidépresseur, un anxiolytique et un somnifère. Cyril comparaît libre pour des faits remontant à novembre 2018. Son père était boulanger, sa mère vendeuse dans le commerce. Il rapporte que ses parents essayaient d'être présents le plus souvent possible, mais que son père avait de gros horaires de travail. Il décrit sa mère comme assez douce, patiente. Mon père, quand il a quelque chose à dire, il le dit sans prendre de gants. Moi, je n'aime pas trop les conflits, donc je n'ai jamais rien dit, explique Cyril. Il a passé un CAP qu'il n'a pas obtenu, puis a effectué son service militaire à 18 ans. Il ne s'est pas engagé par la suite. Me faire traiter comme un chien toute la journée, je ne peux pas, justifie-t-il auprès de l'experte. Il effectue ensuite une formation pour devenir chauffeur routier. Tiens donc, encore un chauffeur routier. Désolé les chauffeurs routiers et les chauffeuses dans mes abonnés, mais à chaque fois, ce métier revient beaucoup. Ce n'est pas ma faute. Il exerce cette profession depuis 22 ans. L'experte estime qu'il a des difficultés à gérer ses émotions. L'accusé déclare d'ailleurs « Quand ça déborde, c'est un ouragan, j'ai du mal à me contrôler. Quand ça lâche, ça lâche. » Cyril a eu des relations de couple, mais aussi beaucoup d'aventures passagères. En 2016, il rencontre sa compagne, tous deux vivent séparément et se voient le week-end, rapporte l'experte. L'accusé fait état d'une sexualité classique sans préliminaire. Comment ça, Attends... Une sexualité classique, c'est pas faire de préliminaire. Comment ça rentre, du coup? Comment ça... Qu'est-ce qu'une sexualité classique? Là, du coup, je suis perdue. Je devrais peut-être me renseigner sur qu'est-ce qu'une sexualité classique sans préliminaire. Mais que font ces gens? Mais pourquoi vous commettez un acte sexuel sans... Bon, bref, on va pas faire un cours d'éducation sexuelle, hein, on est beaucoup trop fatigués. Si on va se contenter des cours de consentement, c'est déjà pas mal. Répondant à une question de la partie civile sur son niveau d'intelligence et de conscience, le soir des faits, elle estime que Cyril a des outils cognitivo-intellectuels suffisants pour élaborer. On passe au deuxième interrogatoire de personnalité de la semaine, celui de Cyprien C. L'homme de 43 ans s'approche de la barre. Il est vêtu d'un pull bleu marine, rayé blanc et beige. Il garde les mains dans le dos quand il s'exprime. Je suis née à Mazan. À 3 ans, j'ai été placée à la DAS jusqu'à mes 7 ans. J'ai ensuite été placée en famille d'accueil à mes 11 ans et demi. Le mari de la famille d'accueil m'a ramenée à l'école, la maison était vide. Il s'était séparé de sa femme, raconte-t-il.
Puis j'ai intégré une autre famille d'accueil. Et à 18 ans, je suis retournée chez ma mère pour m'occuper d'elle car elle était malade, poursuit le quarantenaire. Il ajoute: j'ai perdu ma sœur en 2014. Ensuite, j'ai été malade, j'ai tout arrêté professionnellement. C'est de là que sont partis mes problèmes. Le casier de Cyprien C comporte 9 condamnations, notamment pour vol et recel et vol par ruse avec effraction. En 2019, il rencontre une nouvelle copine, on est restés ensemble jusqu'à ma détention. Et à ma sortie, on s'est séparés, rapporte-t-il. Ensuite, j'ai eu un CDI pendant 1 an, puis j'ai été licencié économique. Mon patron a fait faillite. Je n'ai plus de travail depuis 1 an. Le président l'interroge sur son frère aîné. Il n'a pas toujours été de bon conseil. On vous décrit comme un suiveur, rapporte Roger Arata. En essayant de l'aider, je me suis perdue. Je me suis dit, il vaut mieux que je m'aide moins, répond Cyprien. L'enquêtrice de personnalité s'est trompée quand elle a dit que j'avais eu des violences de ma mère. Elle s'est échappée des grippes de mon père. Elle nous a menés dans des hôpitaux de jour, se souvient-il, ajoutant que celle-ci a la maladie d'Alzheimer. Une assesseuse lui demande s'il a fait des démarches pour voir son fils. Je n'ai pas de nouvelles de lui. Les seules nouvelles que j'ai, c'est sa mère qui écrit: elle ne veut pas que je le revoie, je peux comprendre, je n'ose pas le regarder en face, répond-il en pleurant. Ah, ça me rend triste. Oh putain. Oula, je sais pas pourquoi ça m'a... Enfin, je me suis mis à la place de la mère et de cet enfant. Putain. Tant de vies brisées. C'est fou. Son avocat lui demande pourquoi il a refusé de faire citer plusieurs de ses amis comme témoins. Je veux protéger au maximum les gens, je ne veux pas qu'ils soient mêlés à tout ça, justifie Cyprien C. Il est allé voir son père en sortant de détention provisoire, il est mort 3 jours après. Je ne l'avais pas vu depuis 8 ans, souligne Cyprien. On passe à la 6e expertise psychologique de la journée, celle de Redouane A, l'accusé de 40 ans, comparé détenu, poursuivi pour être allé 2 fois à Mazan en mars et en avril 2019. Lorsque les enquêteurs l'identifient sur les vidéos de Dominique Pellicot, Redouane était déjà incarcéré. Depuis 2020, il a été condamné à 2 ans et demi de prison, notamment pour menace de mort et outrage à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, violence sur conjoint et menace de mort réitérée sur conjoint. Nous avons affaire là à un vrai bon samaritain. Redouane est né au Maroc mais a grandi en France, souligne l'expert. Il a été élevé par son père, sa mère l'a abandonné à l'âge d'1 an. Il a eu un enfant d'environ 13 ans avec qui il n'a plus de contact. Je bois beaucoup, c'est pour ça que j'ai déconné avec ma compagne. J'étais sous, déclare-t-il à l'expert psychologue. Quand vous buvez, vous menacez de mort les gens, vous ? Ok. Celle-ci fait état d'une personnalité très peu structurée, immature, avec des dispositions psychiques en rapport avec un contexte éducatif carent, violence, abandon, absence de repères stables. Il décrivait les faits de manière volubile, sans prise en compte de leur caractère transgressif, relève l'expert. Selon lui, les caractéristiques de sa personnalité sont très peu susceptibles d'être modifiées par la psychothérapie. Ah ouais, ça veut dire que même s'il fait une thérapie, les caractéristiques de sa personnalité, c'est mort, ça changera pas. C'est un tableau assez péjoratif, constate le président, rappelant que Redouane A totalise 20 mentions à son casier. Il a passé 7 années en prison, souligne Roger Arata. Aparté. On entend très mal l'expert dans la salle d'audience, il parle dans sa barbe, d'une voix peu audible, trop loin du micro. Ah mince, donc il va nous manquer des éléments peut-être. L'avocat de Redouane souligne que son client a été diagnostiqué schizophrène en prison. Ah oui. On passe à la dernière expertise psychologique concernant Ahmed T, 54 ans, poursuivi pour des faits remontant à juin 2019. Il est né au Maroc, mais il n'y a vécu que quelques années. Il est issu d'une fratrie de 5 enfants. Au moment des faits, il était avec sa compagne depuis 30 ans, avec laquelle il a eu 3 enfants et 2 petites filles. Il n'a pas d'antécédents victimants de nature sexuelle, précise l'expert au moment des faits. Il décrit Dominique Pellicot comme un homme insistant. Ahmed déclare « Ça m'a dégoûté d'être l'outil de quelqu'un. » Pardon. En fait, là on parle dans un contexte où ils savent pourquoi ils viennent. Ils viennent pour une raison, et ils s'exécutent dans une tâche qui leur procure du plaisir. Donc en fait, c'est pour ça que pour moi, quand ils disent ça, j'y crois pas. Voilà, allez, hop, c'est fait. Dominique Pellicot m'a dit chute, et j'ai compris que c'est un truc qui n'était pas normal. Je me suis déshabillée, et je suis partie, a-t-il relaté. Je me suis rhabillée, je pense, elle a voulu dire. L'expert ne relève pas d'anomalie de fonctionnement intellectuel ou cognitif du sujet, qui est parfaitement capable de faire face à sa situation judiciaire. C'est un sujet sans antécédent. C'est un parcours de vie ponctué de réussite sur le plan social, professionnel, associatif, note le président. Ni l'avocat général, ni la partie civile, ni l'avocat d'Ahmed n'ont de questions.
Ça y est, c'est la fin de la journée, ils sont fatigués. L'expertise psychologique des 7 accusés sont terminées. Plusieurs témoins ne se sont pas présentés. On lit la déposition de Fatima B, une ex-compagne de Madi D. Je l'ai rencontré 2 jours avant son anniversaire, nous avons parlé de son travail. En partant, il m'a embrassé, il n'a pas eu de geste déplacé, rapporte-t-elle. Il a la tête sur les épaules, je n'ai jamais passé une nuit complète avec lui, on a eu des relations sexuelles, mais il n'était pas vraiment porté sur ça. On pouvait passer des heures à discuter, nous avions des rapports classiques. Encore une fois, ce mot classique qui revient. Qu'est-ce que veut dire classique? L'audience est suspendue. Waouh. Ce nouveau groupe d'accusés est encore meilleur que le précédent. Que dire du culot masculin, de ce culot de tout le temps se placer en victime sans jamais prendre en considération sa responsabilité, en fait. Chacun est responsable de ses actes, et moi j'ai l'impression qu'ils ne prennent pas... Peut-être qu'ils ont été enrôlés dans un espèce de complot, entre guillemets, de Dominique Piléco. Et encore, franchement, je dis ça, mais bon, le salon, il s'appelle à son insu, à un moment donné, bon. Mais bon, t'arrives sur place, à la limite, bon, ils te vendent... Parce qu'il y en a certains, on leur a pas vendu le même scénario à tous. Ok, allez, pourquoi pas. Bah, t'arrives, tu vois que la nana, elle est inerte, quoi. Donc, je sais pas, à un moment donné, oui, tu viens de commettre un viol. Et tu n'as même pas prévenu la police, rien. Donc non, en fait, t'es dégoûté juste parce qu'aujourd'hui, t'as été pris sur le fait, c'est tout. Et ça t'a pas dégoûté sur le coup d'être l'outil de quelqu'un. Donc moi, ça me... Bref, un culot... Par contre, je suis dégoûtée qu'on n'ait pas les témoignages d'hier. Bon, après, c'est pas très grave. Je vais regarder dans l'actualité. Si jamais je trouve quelque chose, au pire, j'essaierai d'en faire une vidéo pour essayer de résumer, mais... Je vais regarder. Je vais regarder parce que c'est vrai que là, on a vraiment à chaque fois tous les détails. D'ailleurs, à chaque fois, vous me dites, c'est très, comment dire, c'est très bien d'avoir en fait tous ces détails, etc., de rentrer dans tous les détails parce que ça nous permet de vraiment décortiquer en fait les personnalités, etc., les faits, et ça permet déjà de comprendre la culture du viol. Comme là, pour lui, le mec, les mecs, ils ont même pas violé, quoi. Pour eux, je me considère pas comme un violeur. Non, je n'ai pas violé. J'ai été victime, moi aussi, je suis victime, quoi. Et c'est full culture du viol. C'est super, c'est génial. On n'en demandait pas tant. Bon, en tout cas, c'est 7 accusés cette semaine. Vraiment, il y a du boulot, quoi. Il y a vraiment du boulot. Bon, enfin bon, bref, merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté, d'être toujours de plus en plus nombreux, d'ailleurs, sur la chaîne. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci pour vos mots. Merci à Juliette Compion. On la remercie encore une fois, hein, parce que sans son travail, on pourrait pas... sans son travail de retransmission, on pourrait pas savoir ce qui se passe. C'est pour ça que c'est très important. Et c'est pour ça aussi que je me rends compte que c'est important d'avoir une trace aussi en vidéo. Donc il y en a plein qui me l'ont dit, hein, que c'était bien d'en garder une trace et d'avoir ce genre de choses, parce que encore aujourd'hui les médias, je les trouve extrêmement silencieux par rapport à cette affaire. On se demande bien pourquoi. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça vous prend 3 secondes. Top chrono. Et je vous dis bien sûr à très vite.